Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, publié en 1576, un texte d'une cinquantaine de pages s'interrogeant sur les raisons qui rendent le peuple aussi servile face au tyran alors qu'il est né libre, s'avère un texte difficile à définir. Essai philosophique, discours rhétorique, l'absence d'une situation d'énonciation précise rend le genre compliqué à arrêter. Qui parle? L'auteur? Rien n'est moins sûr. À qui s'adresse-t-il? Au peuple? Au tyran? À des lecteurs avisés ou mieux nés que les autres, dirait la Boétie? Quand et d'où parle-t-il? Parle-t-il de son temps ou de toute époque? Et dans quel but? Avec quelles intentions? Pamphlet politique contre la tyrannie d'un écrivain engagé selon les uns, banal exercice de rhétorique d'un jeune étudiant selon d'autres. Quel est l'enjeu de ce discours? Qu'est-ce que le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie? Ce qui complique les choses, c'est le fait que le texte n'ait pas été publié par son auteur comme une œuvre dont il pourrait répondre en son nom. Très vite, le manuscrit circulait, comme on dit sous le manteau, récupéré par ceux qu'on appelait les monarchomaques, c'est-à-dire ceux qui refusaient que le pouvoir se trouve entre les mains d'un seul, rebaptisé sous le titre de contraint, une réduction explicite du discours à une critique du pouvoir. Mais cette interprétation politique du discours de la servitude volontaire ne s'est pas arrêtée au XVIe siècle, loin de là. Plagié par Marat pendant la Révolution, qui en fit un pamphlet contre la monarchie, il fut aussi récupéré au XIXe siècle par les Républicains pour critiquer Louis-Philippe, puis Napoléon III, par les communards ensuite, et même au XXe siècle, par les Alliés contre les puissances de l'Axe, et même enfin par les 68ards, pour ne citer que les principales lectures partisanes de l'œuvre. Mais cette interprétation politique est critiquée. Montaigne, figure emblématique de l'humanisme de la Renaissance et meilleur ami d'Étienne de la Boétie, s'indigne contre ces récupérations politiques. Dans un des plus beaux chapitres des Essais consacrés à son amitié avec la Boétie, il défend ainsi la mémoire de son ami. Cet ouvrage a depuis été mis en lumière et à mauvaise fin par ceux qui cherchent à troubler et changer l'état de notre police, c'est-à-dire notre État, sans se soucier s'ils l'amenderont et l'ont mêlé à d'autres écrits de leur farine. Il fait allusion à la circulation du manuscrit sous le titre de contraint. Afin que la mémoire de l'auteur n'en soit intéressée, en l'endroit de ceux qui n'ont pu connaître ses opinions et ses actions, je les avise qu'il, c'est-à-dire la Boétie, ne fut jamais un meilleur citoyen, ni plus affectionné au repos de son pays, ni plus ennemi des remuements et nouveautés de son temps. Il eût bien plutôt employé sa suffisance, c'est-à-dire son intelligence, à les éteindre, qu'à leur fournir de quoi les émouvoir davantage, ces révoltes. Ainsi, la Boétie est un homme respectueux des institutions. Selon Montaigne, donc, le discours de la servitude volontaire n'est qu'un bel exercice de rhétorique fait par un jeune homme talentueux. Ce sujet fut traité par lui en son enfance, écrit-il, par manière d'exercitation seulement, comme sujet vulgaire et tracassé, c'est-à-dire traité en 1000 endroits des livres. Il est vrai que le discours de la servitude volontaire ressemble bien à un exercice déclamatoire, ce que les maîtres de rhétorique de l'époque appelaient exercitatio. Cet exercice vise à montrer les qualités de persuasion de l'orateur par la défense d'une thèse au travers d'un discours caractérisé par l'amplification. Le texte obéit bien aux règles du genre, avec ses nombreuses questions rhétoriques, ses multiples procédés d'amplification, par exemple. Cela est-ce vivre heureux? Cela s'appelle-t-il vivre? Est-il chose au monde moins supportable que cela? Je ne dis pas pour un homme de cœur, je ne dis pas pour un homme bien né, mais seulement pour un homme ayant du bon sens ou simplement une face d'homme. Son style périodique, c'est-à-dire l'emploi de la période cicéronienne, du nom de cet auteur romain, c'est-à-dire l'usage notamment de balancement, comme dans l'exemple au-dessus, je ne dis pas, mais seulement, et l'emploi de topoi, c'est-à-dire de lieux communs, d'exemples, tirés de l'Antiquité. Parmi ces exemples-là, on peut citer les légendes de Sparte, les anecdotes de la vie de Caton, d'Athènes, et bien d'autres encore. Mais est-ce l'œuvre d'un jeune homme? Dire que le discours de la servitude volontaire a été écrit en sa prime jeunesse, par manière d'essai, comme écrit Montaigne, n'est-ce pas une façon de faire passer son ami pour un jeune prodige et adoucir du même coup une réputation politique peut-être un peu sulfureuse?
Certains critiques font remarquer qu'il y a dans le discours une allusion à la Pléiade, ainsi qu'à un certain Guillaume de Lurlonga, que la Boétie a connu au Parlement de Bordeaux, qui ferait donc dater l'écriture de ce texte après 1550. La Boétie ne l'aurait donc pas écrit à 17 ans, malgré la légende lancée par Montaigne. Certains historiens vont même plus loin, jusqu'à envisager un contexte politique expliquant l'écriture du discours de la servitude volontaire, comme la révolte de la Gabelle en 1548, une révolte notamment de paysans contre la hausse des taxes lancée par Henri II pour récolter de l'argent et financer la guerre contre les Anglais, ou la révolte des parlementaires en 1553 contre la multiplication de charges parlementaires, ce qui dévaluait les charges déjà occupées. Cependant, d'autres récusent aussi ces hypothèses. Finalement, le discours de la servitude volontaire ne peut-il pas être à la fois un exercice rhétorique et un discours sincère? Montaigne, encore une fois, envisage aussi cette possibilité. Je ne fais nul doute, écrit-il, qu'il ne crût ce qu'il écrivait, car il était assez consciencieux pour ne mentir, pas même en ce jour. Et c'est vrai que cette absence de cadre spatio-temporel à la réflexion, cette absence d'identité claire du locuteur, sont peut-être les moyens justement de mener une vraie réflexion hors du temps sur la servitude et sur la tyrannie. Et l'usage poussé à l'extrême de la rhétorique est peut-être un canal, le souffle d'une voix qui s'indigne. Je vous invite donc à découvrir, lire et étudier cette œuvre pour vous forger votre propre opinion. Bonne lecture et merci de votre écoute.